OK, on va aborder un sujet super intéressant en fait. On va parler d'architecture logicielle, pour sortir un grand mot, mais on va parler plus précisément en fait de la programmation orientée objet. On va introduire un peu ce sujet-là, savoir qu'est-ce que c'est. Vous avez entendu le lancer à un endroit ou deux dans les capsules précédentes. Ça commence à devenir important qu'on parle de ce sujet qui est la programmation orientée objet. C'est la façon dont on développe la plupart des logiciels aujourd'hui, la plupart des grandes infrastructures du numérique sont faites avec des langages et avec des méthodes qui sont propres à la programmation orientée objet. Nous, ce qu'on fait depuis le début, juste pour vous situer, c'est ce qu'on appelle la programmation procédurale. Donc, on va simplement écrire une procédure. Donc, je vous avais parlé, c'est quoi un algorithme? En fait, c'est on dit à l'ordinateur quoi faire une après l'autre. Quand on parle d'orienter objet, on est un petit peu ailleurs. En fait, on va lui dire de faire plein de choses en même temps. Si on regarde ça comme ça, à la base, il fait quand même une chose à la fois, mais il va avoir plusieurs blocs indépendants ou interdépendants qui vont nous aider à avoir des logiciels beaucoup plus performants et beaucoup plus faciles à maintenir par la suite aussi. Donc, si je peux vous faire une analogie, nous, ce qu'on a fait depuis le début, c'est on a pris un robot. On a un robot, puis on veut lui faire le ménage de la maison. J'ai 10 pièces dans la maison. Je lui dis, OK, tu fais cette pièce-là, tu fais cette pièce-là, tu fais cette pièce-là. Chaque pièce, son carré, sont de 6 mètres par 6 mètres. Et ça lui prend 15 minutes pour chaque salle. Okay, c'est un robot utopique qui fait le ménage à votre place. C'est cool. Donc, lui, il fait ça. Et finalement, le temps que ça va lui prendre pour faire sa tâche, ça va être le nombre de pièces fois le nombre de temps. Donc, si c'est 15 minutes par pièce, c'est 10 fois 15 minutes. Ça prend 150 minutes pour faire le ménage de la maison au complet. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est pas ça. On veut pas avoir juste un robot, on veut avoir 10 robots. Donc, à la place d'avoir un robot et de lui faire tout, on va lui dire, OK, robot A, pièce A. Robot B, pièce B. Ils vont tous partir en même temps, ou un après l'autre, c'est nous qui décident, mais là, au niveau de l'effort de notre logiciel, ça va lui prendre, à la place de lui prendre 150 minutes, ça va lui prendre une pièce. Ça va lui prendre le temps que ça nous aurait pu en faire une. Donc, ça veut dire que ça va lui prendre 15 minutes pour faire les 10 pièces parce qu'il y a 10 robots qui vont être dispatchés dans 10 pièces différentes. Donc, c'est un peu l'idée derrière ça. Et le côté avantageux aussi, c'est que s'il y a un robot qui ne marche pas, ben, le reste peut peut-être fonctionner à la place. Donc, dépendant du système qu'on va développer. Donc, c'est un peu la façon très vulgaire. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que ça fait longtemps qu'on parle d'orienter objet, mais ça fait pas si longtemps que ça qu'on le fait bien. Disons-le comme ça. Ok, je vais vous faire un petit cours histoire de l'informatique. Faut parler, en fait, de comment est-ce qu'on a commencé à développer, comment est-ce qu'on c'est quoi les premiers langages, ou dis-moi les premiers langages, quoi qu'on peut aller encore plus loin. Les premiers ordinateurs qu'on pouvait programmer, en fait, outre des trucs mécaniques, là, mais les premiers ordinateurs électroniques, disons-le, ça se programmait avec des cartes perforées. Donc, on avait des bouts de carton, papier, plastique, et il y avait un trou, pas de trou. Un trou, pas de trou, un trou, pas de trou, par exemple. Et donc, c'était simplement pour symboliser des 0 et des 1, et on passait ça dans un lecteur, et là, ça lançait un logiciel, ça avait des capacités très, très limitées. On lui rentrait une slide, on faisait, OK, ça veut dire 6. On rentre une autre slide, OK, ça veut dire multiplication. OK, on rentre une autre slide, ça veut dire 22. 6 fois 22, puis là, il va te donner ton output. Donc, c'était comme ça qu'on programmait les ordinateurs jadis. Vraiment, il y a longtemps. À la préhistoire, disons-le comme ça. Après ça, il y a eu les langages qu'on appelait les langages ordonnés. En fait, les langages qui étaient les noms des langages. Il y en avait plusieurs. Il y avait évidemment Basic, qui était un des grands langages. Il y a Fortran qui fonctionnait comme ça. Et vous avez COBOL. COBOL, je ne me rappelle un peu comment l'écrire. Je pense que c'est comme ça. Juste donner une idée, en fait, l'idée derrière ces langages-là, c'était assez simple. Je vais mettre ça en commentaire juste pour pas que ça soit trop fatigant. On lui donnait une indication là. On lui en donnait quelques-unes comme ça. Hop, 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 hop. Et là, éventuellement, on avait un if. Et là, on lui disait, OK, if, indication. Et là, on lui disait, va à la ligne 7 ou 6. J'ai écrit 6, ça va être 6. Donc, et après ça, on lui disait le else, par exemple, ligne 16, par exemple. Donc là, vous voyez, on calcule les lignes comme ça. Là. Et si je change, par exemple, j'arrive ici, puis là, j'ai du code,
blablabla, indication, indication, indication. Puis là, je décide, OK, là, j'arrive à la ligne 16. Lui, il va à la ligne 6. Mais moi, j'aimerais ça ajouter du code ici. Je vais lui envoyer d'autres indications. Ben lui, c'est plus à la ligne 16 qu'il faut qu'il aille. Là, c'est rendu à la ligne 24. Et si vous avez un logiciel qui prend 10 000 lignes de code, ben là, il va falloir que vous identifiez tout ça. Donc, il y avait beaucoup de limitations dans les premières versions de ces langages-là. C'était hallucinant. C'était très, très, très difficile à maintenir. Par la suite, il est arrivé les langages qui étaient, en fait, qui étaient un petit peu plus avancés, qui avaient au moins les fonctions. On pouvait débloquer en bloc. Donc, on pouvait coder en bloc. Donc, on pouvait réutiliser du code à certains endroits. C'était quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus efficient. C'était un pas de géant, en fait, au niveau de la programmation informatique. Le plus notable étant peut-être C. Donc, le langage C, pas C++, mais C. Donc, ça a été vraiment une avancée majeure. Il y a eu les Delphi, les langages Pascal, en fait, simplement. Ça a été une grosse avancée, on commence à avoir les fonctions. Quand on arrive avec l'orienté objet, ben là, on parle de langages qui sont un petit peu plus avancés, comme justement C# ou C++ ou Java. Donc, il y a plein de langages qui fonctionnent comme ça. Et on a plus que ça, on a des objets. Des objets, c'est quoi? C'est assez simple au bout du compte, si on le prend avec des exemples de la vie réelle. Qu'est-ce qu'un objet? Ben, c'est ce que vous avez dans la vraie vie, sauf qu'on va élargir un peu la définition de l'objet. Évidemment, j'ai un dé ici, un dé c'est un objet. Une voiture, c'est un objet, et un être humain, au bout du compte, c'est un objet. Informatiquement parlant, un être humain, ça peut être un objet. Donc, un animal peut être un objet. Tout ce qui est en fait tangible peut être un objet. Tout ce qui peut avoir des propriétés et des méthodes peut être un objet. Donc, à quoi ça sert au niveau du code? En fait, ça va nous servir de créer des instances et de pouvoir les réutiliser tout le temps dans notre code et pouvoir faire tellement de choses en fait au niveau de l'héritage. Ça va être super important. Je vais vous donner un exemple qu'on va réutiliser plus tard. Quand vous jouez à des jeux vidéo, si vous jouez à des jeux action RPG, un peu comme Diablo, name it, il y en a des tonnes, World of Warcraft, peu importe. Tout le monde a un personnage. Vous avez une classe, un objet, parce que classe et objet, ça va être des mots qui sont interchangeables. Vous voyez, là, ici, on en a une classe, on en a un objet, c'est programme. Nous, on va en faire des classes. Vous allez voir, ça va être super la fun. Et on a toujours une classe maître quand on parle d'un jeu vidéo. Et là, on va avoir, par exemple, personnage. Tous les personnages ont de la force, de l'intelligence, de la dextérité. Peu importe les sous-classes, tous les personnages ont ça en commun. Ils peuvent tous avancer, sauter, attaquer, puis nager. Peu importe. Après ça, on peut avoir des sous-classes qui vont hériter de ces classes. Donc, on va avoir, par exemple, un archer, un guerrier et un magicien, un sorcier. Donc, ils vont avoir, chacun vont posséder les propriétés et les méthodes de leur classe parent, mais eux, spécifiquement, peuvent avoir des variantes qui sont intéressantes. Donc, par exemple, le magicien pourrait avoir des points de mana, ce que l'autre n'aurait pas nécessairement besoin, ou pourrait avoir la capacité de lancer un sort, ce que l'archer ou le guerrier ne pourrait pas faire, par exemple. Donc, c'est ce qu'il y en est rapidement pour ça. Je vais vous écrire, on pourrait le faire avec une voiture aussi, ou un véhicule, mais on va commencer juste par faire très très simple. Okay. Une petite voiture, on se crée un objet voiture, et qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va lui dire, OK, quelles sont ses propriétés? Après avoir une année, oh my God, une année, une marque, une vitesse et quantité d'essence. Essence en quantité, et voilà. Et après ça, qu'est-ce qu'elle pourrait avoir comme méthode? Donc ça, c'est l'objet, ça, c'est les propriétés. Et après ça, qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme méthode? Avancer, reculer et boost. Ou turbo. Et voilà. Donc, on pourrait créer des objets à partir de ça. Je vais vous laisser prendre un petit 2 minutes de pause et on va rentrer, en fait, on va essayer de créer cet objet-là dans la prochaine vidéo.